Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Bonjour. Bonjour. Salut. Et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Ouvert pour Inventaire Regeneration. 2.0. Nouvelle formule. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle formule ? Eh ben, vous allez vite le comprendre, puisqu'on l'a dit dans l'épisode précédent, une émission, moins de 30 minutes, un film. Tout à fait. Et du coup... Ça a le mérite d'être efficace. Et du coup, on vous avait dit dans la précédente émission quel serait le film d'aujourd'hui. Le film d'aujourd'hui, c'est donc... Die Hard. Voilà, Piège le de premier, cristal. Piège de cristal en Frenchie, John McTiernan, 1998. 88, pardon, parce que sinon ça n'a aucun sens. Louis, tu vas nous faire un petit topo rapide concernant un peu le contexte historique de la chose. Et moi, je voudrais bien, ce que je m'étais gardé, juste vous faire part du résumé qui est donné sur Disney, sur la chaîne Disney. Voilà. Oui, très rapidement, en fait, c'est à chaque fois, on va essayer un peu de contextualiser un peu plus les films qu'on ne le faisait jusqu'ici, mais vraiment juste sur la période très courte qui précède la réalisation du film. En l'occurrence, ici, ce qui est assez marquant, c'est que c'est un film réalisé par John McTiernan, qui est un réalisateur qui s'est imposé comme une des figures marquantes du cinéma d'action américain des années 80-90, quand on pense à cette période des actionneurs américains avec les Bruce Willis, les Stallone, les Schwarzenegger, c'est un nom qui revient assez régulièrement, et notamment parce qu'en 1987, un an avant Piège de cristal, il a réalisé Predator, qui va rencontrer un grand succès, qui va marquer un petit peu toute une génération, devenir culte, et donc forcément, c'est un film, de par son succès et de par sa qualité, qu'on peut discuter, mais les producteurs en tout cas ont aimé, il va gagner la confiance des producteurs, de la Fox, et notamment de Joel Silver, et je le cite parce que Joel Silver, c'est vraiment le producteur de tous ces gros films d'action de cette période, et qui vont, du coup, lui faire confiance pour son film suivant, et lui laisser une relative liberté, et donc on peut vraiment considérer que Die Hard, c'est un gros film de studio, la Fox en l'occurrence, mais c'est aussi purement un film de John McTiernan, qui, chose quand même assez rare dans le cinéma hollywoodien, a joui d'une certaine liberté au moment de la réalisation. Chose un petit peu notable et qu'on a tendance à oublier, c'est que le film est adapté d'un roman de Roderick Thorpe, qui n'est pas très connu, mais qui avait écrit en 79 ce roman qui s'appelait Nothing Lasts Forever, et qui va du coup servir de base pour le scénario. Roman qui était un peu plus sombre, puisque d'ailleurs les braqueurs du film dont on va parler aujourd'hui étaient purement des terroristes dans le roman de base. Chose que je trouve en fait assez amusante d'ailleurs, pour parler un tout petit peu du casting, c'est que un autre roman de ce même romancier avait été adapté à Hollywood en 68, avec Frank Sinatra dedans, qui avait déjà un certain âge à l'époque, et du coup il était contractuellement lié à la Fox dans le cadre d'adaptation de ce romancier, et donc au moment où Die Hard est mis en chantier, il est contractuellement amené à jouer dans le film. Mais évidemment, ceux qui connaissent Die Hard n'ont pas vu Sinatra dans le film, et donc ça s'explique simplement par son âge. Mais je trouve assez amusant d'imaginer qu'il existe une réalité parallèle dans laquelle le contrat a été respecté, et où on a le fameux chanteur-acteur dans le film. Et pour rester d'ailleurs sur le casting, évidemment, beaucoup d'acteurs avaient été envisagés, Stallone, Mel Gibson, Al Pacino, Burt Reynolds, Richard Gere, pour incarner le fameux John McClane. Tous étaient au sommet de leur carrière à l'époque, mais finalement, ils vont plutôt se diriger vers des acteurs de télévision peu connus à l'époque, et notamment Bruce Willis, qui à l'époque cartonne dans Clair de Lune, qui est une série comique, et on verra que finalement ça a un lien assez fort avec le film dont la dimension comique va participer au succès. Et donc, acteur peu connu, qui va connaître en fait du coup son premier gros succès avec Die Hard. Succès d'ailleurs relatif en France, puisque j'ai découvert à mon grand étonnement que le film en France n'avait fait que 650 000 entrées, ce qui pour un film de cette envergure n'est pas si tonitruant que ça à l'époque, mais évidemment c'est en vidéo, à la grande ère de la VHS et des vidéoclubs, que Die Hard va devenir un film absolument culte en France. Voilà pour un petit peu de contexte. Alors pour le résumé, parce qu'habituellement on pitch, alors là franchement quand j'ai vu ce résumé sur Disney, puisque le film est actuellement encore, je ne sais pas pour combien de temps sur Disney, je crois qu'on peut pas faire mieux. Un policier affronte des terroristes qui ont envahi un immeuble de bureaux. C'est frontal. Voilà, ça fait penser un peu à ces résumés sur Netflix. Un film de bidule avec machin salué par la critique. Merci pour ce pitch. J'ai envie de lancer un jeu, c'est résume ton film à la Disney. Bah là, je pense qu'on peut. Des bonhommes bleus combattent le capitalisme dans une jungle.
Très drôle. Mais cela dit, C'est- la simplicité Oui. du scénario et du pitch de Die Hard explique sans doute son succès Bien sûr. et le fait qu'il soit devenu culte, parce que c'est quand même un film d'une efficacité redoutable et qui explique sa longévité. Alors, est-ce que l'un d'entre vous le découvrait pour l'occasion ? Non. Moi, je l'ai redécouvert, mais alors je l'ai vu il y a tellement longtemps que je me souvenais plus franchement de l'intrigue, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, je l'ai redécouvert en version française parce que les voix en version française sont vraiment trop chouettes, quoi. Surtout de Bruce Willis. Alors moi je l'ai quand même mis en VO parce que je sais pas pourquoi j'ai pris la parole moi. Peut-être Alan Rickman. qui Oui. notamment fait sa première grande performance au cinéma parce qu'il vient du théâtre à la base. Oui. Et c'est plus ou moins son premier grand rôle dans un gros film, disons. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que, enfin, vous me dites si je me trompe, mais parce que ça reste un truc un peu mystérieux. Globalement, c'est censé quand même être plutôt des Allemands. Alors c'est des Allemands, mais ils racontent n'importe quoi en allemand. Voilà, alors il y a ça. Et alors surtout, c'est très très bien vu de leur part. Enfin, moi, je suis très content parce que j'adore Alan Rickman, mais d'avoir pris Alan Rickman qui a un accent britannique magnifique Oui. pour prendre un putain de chleu quand même. Hein. Donc, pour prendre un putain de chleu, ça veut rien dire. En plus d'être raciste, je veux dire, pour jouer un Allemand, pardon. Et donc, c'est vrai qu'on sait pas trop pourquoi ce choix des Allemands. Peut-être pour boucler avec le film d'après, où là, Jeremy Irons, c'est le frère de je sais plus qui. Oula, alors Là, il y a là, une donc histoire. tu parles du 3, Du 3, une journée je veux en dire. enfer. Oui, une journée en enfer. Ouais. Enfin, bon, bref, on s'en Alors fout. je pense qu'ils n'avaient pas anticipé, cela dit. à Oui, l'époque. non, alors bon, ils auraient pu être scandinaves, belges ou français, ça ne changeait pas grand-chose. Oui, alors en fait, donc, Alan Rickman joue le chef des terroristes qui sont en fait des braqueurs qui débarquent au Nakatomi Plaza un soir de réveillon pour en fait braquer tout simplement ce grand immeuble dans lequel on trouve une collection qui appartient justement au président de la grosse boîte dans laquelle travaille la femme du personnage joué par Bruce Willis. Et du coup, tout le concept en fait du film tourne autour de cette idée que Bruce Willis, qui est un flic new-yorkais, se retrouve à Los Angeles pour retrouver sa femme pour ce réveillon. Il va dans l'immeuble parce que en gros c'est rejoins-moi au boulot et puis 10 minutes après on part faire le réveillon tranquillement de notre côté. Et après ça va devenir un peu la tagline de la saga, c'est au mauvais endroit au mauvais moment, puisque ce flic de New York en vacances se retrouve au milieu d'une prise d'otage. Et de par un concours de circonstances, il se retrouve isolé du reste du groupe, et donc ça devient un peu le seul à pouvoir agir pour secourir l'immeuble. Et donc toute la mécanique du film, c'est lui qui va se cacher pour saboter le plan de ces Allemands et jouer avec eux. Et du coup, c'est là où le film devient malicieux, parce que déjà, on repousse sans cesse la confrontation physique entre le gentil et le méchant, donc on crée une espèce de tension autour de ça. Et surtout, il y a un vrai jeu de piste où on a une espèce de version film d'action de Maman, j'ai raté l'avion, quoi. C'est John McClane qui va semer des pièges, qui va récupérer un talkie-walkie, qui va les narguer, etc. Donc on a les Allemands très sérieux, très classe, notamment avec Alan Rickman qui est vraiment froid, glacial, et John McClane qui est plutôt ricanant, Oui. presque trop parfois. Enfin, il y a un côté Oui, un peu absurde parce ça- qu'il risque quand même sa vie tout le temps et il Ça continue n'hésite à pas, faire des oui, blagues. on fait les blagues. Alors, il part avec un avantage et un inconvénient, hein, histoire que le film soit. C'est Ça, que c'est très fort. il est pieds nus parce qu'il s'est déchaussé dans la petite, dans le bureau en fait ou dans la salle de bain, je sais plus. C'est la salle de bain privée Voilà, dans les employés. parce qu'elle a quand même une place très importante dans l'entreprise. Elle est sa femme. vice-présidente, je crois. Ouais, voilà, donc c'est pas rien. Donc elle a une petite salle de bain dans son bureau, voilà. Et en revanche, chose aussi, mais ça c'est dès le début, chose aussi un peu magnifique dans ce genre de film, c'est que il a beau venir pour Noël, il a pris l'avion en plus, il a son pétard avec lui. Ça c'est un truc dans l'avion, il a son flingue comme ça, et d'ailleurs le passager d'à côté de lui a une seconde a un petit peu peur, il dit c'est bon, je suis policier. Je suis pas sûr ça quand même, hein. Je veux dire quand t'es pas en service, même si les Américains aiment bien les armes, mais bon, il a ça, et en plus quand il arrive à l'aéroport, il peut fumer dans l'aéroport, ça fait rêver les Une autre fumeurs. époque. Voilà, une autre époque, bien meilleure qu'aujourd'hui. Où on pouvait filmer dans un aéroport et avoir des flingues sur nous. Voilà, comme ça en cas de danger. Et donc bon, grâce à il va quand même pouvoir effectivement affronter un peu les méchants puisqu'il a quand même son Beretta. Parce que c'est un Beretta, oui. C'est un Beretta. 92F, oui, si, c'est celui-là. Tu deviens flippant en fait, parce que tu aimes vraiment les armes à feu. j'adore ça. Depuis le début, je prenais ça pour une blague. C'est le même que celui de Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Et il aime bien Mel Gibson en plus. Ouais. Aïe, aïe. Alors, ouais, c'est chaud. Non, j'aime bien L'Arme Fatale. Je déteste Mel Gibson. Hein, parce qu'on est obligé, parce que sinon... Le monsieur. Le monsieur. Ok, il y a une idée de personnage assez formidable, avec le fait qu'il ait cet avantage d'être courageux, etc., mais les pieds nus, et il y a une idée de décor assez formidable, puisqu'on se retrouve dans un décor complètement vertical, un immeuble qui en plus n'est pas fini de construire, et donc avec des étages qui sont du coup en travaux, et donc qui deviennent l'espace de jeu
du réalisateur, donc John McTiernan, qui va s'amuser à filmer ces décors qui sont amovibles en quelque sorte. On va pouvoir se cacher, détruire des environnements et utiliser justement le côté working progress de l'espace dans lequel on peut se faufiler. Parce qu'un truc que je trouve assez formidable, c'est qu'une grosse partie du film se passe littéralement entre les murs. Rien à voir avec le film de Laurent Cantet, puisque John McTiernan s'amuse en fait à grimper, à se faufiler dans les cloisons, et donc on est toujours en fait dans les coulisses en quelque sorte. Oui, c'est une maison de souris en fait. Ouais, ça passe je trouve ça très drôle parce qu'on est toujours dans des interdécors. Et pour l'anecdote d'ailleurs, une grosse partie du film et l'immeuble qu'on voit, qui est le Nakatomi Plaza, qui est devenu un peu un lieu culte, un décor culte de cinéma, c'est en fait le Fox Plaza. Qui du coup appartenait à la Fox, qui a donc permis au film de se tourner dedans. Ils ont pu tourner 8 semaines dedans, ce qui aurait sans doute pas été le cas pour un immeuble de travail où on aurait vraiment eu besoin du lieu pour les gens qui travaillent dedans. Et je trouve ça assez drôle du coup aussi qu'on exploite le lieu du studio pour aussi avoir une espèce quand même de regard un peu grinçant sur ces immeubles ultra modernes qui sont à la fois hyper modernes pour les entreprises, mais qui deviennent aussi le tombeau potentiel de ces gens-là une fois que les pirates arrivent à pirater littéralement le côté informatique du lieu, puisqu'il y a tout un truc autour de ça aussi, où c'est un immeuble à la pointe, et le côté haute technologie va se retourner contre les propriétaires ou ceux qui vivent dans l'immeuble, puisque ça permet aux pirates de boucler l'immeuble et de faire ce qu'ils veulent une fois à l'intérieur. De garder les otages pas en sécurité du coup, mais tout à fait. Voilà, eh bien, c'était une excellente émission. Alors, alors quelques petites, un truc qui revient dans ce film-là tout du long et qui, parce que bon, soyons très clairs, on passe un moment. Enfin, moi, j'adore ce film, j'adore les Die Hard de manière générale, j'adore toutes les conneries de manière générale, mais un truc qui m'a semblé en revoyant pour la 1000e fois ce film vachement lourd, c'est quand même la nullité absolue des flics. C'est-à-dire que évidemment. On sait bien que c'est un personnage haut en couleur, McClane, donc il est meilleur que surtout que les flics de Los Angeles, qui vraiment sont des buses atomiques. Mais alors là, à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est-à-dire que ça commence par le coup de fil, ou quand il arrive à voir la radio, où il a il dit hey, venez nous aider, il y a un truc. Et puis il y a la flic qui dit vous n'avez pas le droit de parler sur cette ligne, je vais raccrocher, hein, si ça vous C'est un canular. Voilà, alors déjà l'autre elle est con, donc elle finit par envoyer gros quand même pour aller faire une ronde, machin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les flics quand même qui finissent par arriver et qui comprennent mais que dalle au truc, ils disent que lui il est méchant, je sais pas quoi, et puis le FBI qui sont aussi les bus finalement. Alors ça, qui d'ailleurs 2 agents du FBI qui s'appellent Johnson et Johnson. Oui. Et quand l'autre répond au téléphone, c'est toujours Johnson à l'appareil. Non, l'autre Johnson. Et ça pour le coup, c'est vraiment purement de la comédie. Ah oui, carrément. Et ça désamorce pas mal. En fait, le film est quand même se prend assez peu au sérieux. Oui, c'est ça qui est bien. Et je crois d'ailleurs que c'est une des pierres angulaires, ce qui va en faire une des pierres angulaires du cinéma d'action de ces années-là, c'est justement tout à coup ce second degré qui est complètement intégré au récit d'action et au récit policier, thriller, disons, parce que le film en fait est autant un film d'action qu'un film à suspense, disons, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois c'est purement de l'action, purement du suspense, là le film mélange quand même assez bien les deux. C'est ce côté en fait très nonchalant du film, qui du coup n'a aucune portée politique. Y a des trucs vaguement critiques envers les médias, la télévision. Oui. À la fin c'est quand même la Rolex qui va sauver littéralement, enfin Putain, mais oui. Ben ouais, t'as tout un truc autour de ça où en gros la femme de John McClane se fait offrir une Rolex par un de ses collègues très prétentieux pour qui la réussite se traduit par l'apparence et notamment l'apparence financière. Et en fait à la fin donc Alan Rickman, le personnage joué par Alan Rickman, est accroché à la Rolex, et c'est en détachant la Rolex, en se débarrassant des apparats du capitalisme, qu'on se sauve du terrorisme. Ça n'a aucun sens. Non, mais t'as quand même ce truc en fait qui est vaguement métaphorique, mais qui en même temps est complètement désamorcé par le fait que le film est au fond assez irréaliste, assez nonchalant, et qu'en fait c'est vraiment le pur divertissement américain comme il va se développer dans les années 80, c'est-à-dire avec une forme d'inconséquence absolue, où on parle quand même d'un groupuscule allemand qui est lié à des organismes politiques européens, qui viennent faire un braquage, qui a un fond politique, qui tue de manière hyper froide et de manière assez glaciale. Hein. Le meurtre de Nakatomi, moi, enfant, m'avait choqué, parce qu'il est quand même froid. Enfin, le gars dit, vous avez juste à me tuer parce que j'ai pas d'infos, ok, il lui met une balle dans la tête. Quand t'es gamin, c'est quand même assez glacial et choquant.
Et en fait, ça n'a pas de conséquences dans le Complètement. film parce qu'on passe tout de suite à autre chose. Donc Oui. la mort est quand même traitée assez légèrement. Mm. Et puis tout le fond comme ça, vaguement politique du film. Mais on s'en fout. même eux se font passer pour des militants, ils veulent Oui. faire libérer Exactement. Et ils s'en des foutent. camarades qui sont en prison, et en fait ils s'en foutent complètement, ils veulent juste récupérer le magot et puis se barrer, quoi. Bah, il y a Et une faire, blague, les faire, là-dessus, se faire passer pour des militants, ouais. Il y a une blague où Alan Rickman dit libérer tel truc, tel truc, tel truc, et un Oui. camarade lui dit mais c'est quoi ce groupe on les connaît même pas, et il dit j'ai lu ce nom dans le Times. Oui, Ouais, voilà, c'est ça. vraiment. C'est ça, oui, c'est vraiment juste prendre les bons au porteur, comme on disait à l'époque, pour se faire du blé. Mm. Et alors oui, quand même, si la presse, parce que c'est un personnage qui va revenir dans la suite, c'est cet affreux journaliste qui est prêt à tout pour avoir une info, et éventuellement, et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est des choses qui finalement dernièrement, dans certaines tragédies vraies, quoi, des choses qui ont pu arriver, c'est-à-dire que la presse n'a plus aucune limite et peut, parce que les choses sont diffusées en direct, donner dans des prises d'otages des informations aux preneurs d'otages. Typiquement, je crois que ça avait dû arriver avec l'hypercachère ou je sais plus quoi. C'est-à-dire que si tu filmes je sais pas quoi, la brigade d'intervention en train d'intervenir et que les mecs voient ça alors qu'ils sont pas censés être au courant, bon, bah là c'est un peu le même truc, c'est que c'est à cause de ce salopard de journaliste que Alan Rickman comprend que la femme de McClane est la nana dans l'immeuble, et donc ça fait évidemment pression un peu plus, puisque s'il est seul, il peut mourir. Là, il peut faire pression sur Ouais. lui. Il a son point faible. Il a son point faible, Ouais. voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé, c'est une des choses qui m'a un peu dérangée, on va dire, mais aussi parce que c'est un film de son époque, c'est que on a l'impression que cette relation avec son épouse, alors c'est pas encore son ex-épouse, mais on sent au début du film que c'est un peu compliqué entre deux parce que ils habitent pas dans la même ville, elle adore son travail, lui, il a pas envie de déménager, donc voilà, c'est un petit peu en tension. Et à la fin du film, j'ai été un peu surprise parce que on se rend compte que au milieu du film, il dit beaucoup de choses. Il dit que voilà, il est vraiment désolé, il aime beaucoup sa femme, etc., etc. À son ami qu'il a au talkie-walkie, le flic justement. De Qui 7 à vient- la maison, non, de... Je sais plus, cet acteur, c'est celui qui joue dans ces séries... Ouais, ok. enfin bref. Bah lui, C'est j'ai plus sitcom. le nom de Je l'avais l'acteur, mais il a pas. une grosse carrière à la télévision. Oui, qui voilà. joue Ouais. le flic qui est en bas de l'immeuble et qui fait le relais, Voilà, justement. c'est ça. Et ça, c'est une idée pas mal dans le film, d'ailleurs, en termes de dynamique. En fait, il y a vraiment l'intérieur et l'extérieur C'est ça. qui sont complètement coupés l'un de l'autre. Ouais. Et le relais se fait entre John McClane et ce flic, qui est un peu le comic relief, un petit Ouais, peu. Il a un c'est côté ça. un peu... C'est un peu le good guy, rigolo. Oui, voilà. justement, des flics qui sont présents à l'extérieur, qui sont, comme tu l'as dit, Quentin, plutôt des bus, quoi. Et, mais à la fin du film, j'ai trouvé ça un peu étrange parce que c'est vraiment... bon, il est content que sa femme soit vivante, mais vraiment, en 2 minutes, il la met de côté. Il fait « Ah, mon bon copain, Oui. ah, comment vas-tu ?» Ah, bah, d'accord, ok. Et oui, parce Le qu'il faut, sens des priorités, il quoi. faut encore pouvoir boucler la boucle avec ce mort qui n'est pas mort, et surtout cette... Alors là aussi... dans le Alors genre- moi, je trouve ça nauséabond, là. Je pense qu'on pense à la même Oui, je scène. pense. C'est-à-dire... Quelle est la rédemption? Parce que chaque personnage doit avoir une rédemption. Exactement. Et lui, donc le pote flic, Ouais. je te devance un peu, mais Vas-y, c'est pour vas-y. t'avancer sur la fin. Ouais. Ce pote flic en bas finit par se confier à John McClane au talkie-walkie et lui dit « Moi, en gros, mon fardeau, c'est que j'ai tué accidentellement un gosse de 13 ans Exact. parce que j'avais pris son pistolet à eau pour un vrai pistolet. Mm. Bon, déjà, le mec est encore en fonction, bref. Ouais. Enfin, il a quand même tué un gosse, quoi. Mais, en tout cas, c'est un peu sa dynamique de quel est le poids que je porte en tant que personnage. Mm. Et la fin, magnifique musique, un plan hyper élaboré, et à quoi on assiste? Un peu sidéré. Et ben c'est ça, oui, à cette... Enfin, est-ce que c'est la rédemption ou c'est plutôt je remonte à cheval, et c'est-à-dire pour pouvoir me reconstruire, je tue quelqu'un d'autre. Ouais. Exactement. Et Alors c'est ça, ça. c'est vraiment nauséabond. Le mec hein. explique qu'il a plus jamais pu sortir son arme, donc bilan, il s'est retrouvé un peu à faire des patrouilles à la con, et visiblement, il mange plutôt des donuts, et quand on fait une patrouille, ça se passe pas trop mal, enfin, on sort pas de la bagnole. Et là, on comprend qu'il va se retrouver en tuant quelqu'un. Alors certes, en tuant un salopard, un méchant, hein, on est très clair là-dessus, les méchants, les gentils, c'est assez net, hein. Mais c'est terrible, en fait, ce truc-là. Ah, mais Ouais. moi, je trouve ça immonde. En plus, je crois que c'est ce passage-là où McTiernan n'était pas satisfait de la musique qui avait été composée, donc il est allé dans le catalogue de la Fox pour trouver une musique très particulière. Je sais pas si ce passage-là, mais en tout cas, dans le film, on entend un extrait d'une BO d'un Alien, je crois le 3. Parce que c'était dans le catalogue de la Fox, donc il a pris un extrait musical, et je crois que c'est sur ce passage-là. Pour donner un côté épique, et vous avez un plan qui est une espèce de léger travelling du haut vers le bas, où on passe du net, du flingue au visage du flic. C'est un plan hyper élaboré, peut-être même le plan le plus élaboré du film, en termes vraiment de mise en scène, d'esthétisme pur, pour nous raconter ce truc un peu dégueu quand même. Oui, et on dirait l'inspecteur Harry, quoi, avec Ouais, ce ouais, genre de truc c'est sur ça. le flingue, le canon en gros, je crois. Enfin, je sais. Ouais. Oui, ça c'est un peu craignos. Après, c'est vrai que nous, on est français aussi, donc Bien sûr, on bien n'a sûr. pas On n'a tout à pas fait ce ce culte rapport. de tuer les gens. C'est le contexte du film, et je trouve que ça reboucle quand même avec
Ce qui fait de Die Hard un des précurseurs du cinéma d'action, et le fait qu'il soit toujours aussi populaire, c'est qu'on le voit vraiment comme un exemple parfait de ce qu'est le cinéma d'action américain dans ce qu'il a de plus réussi, quand même, il faut le dire, en termes même d'efficacité. C'est ce côté très nonchalant qui, du coup, des fois, le rend un peu malaisant, parce qu'en même temps, il aborde des sujets très sérieux, mais c'est traité tellement sous l'angle du divertissement, où du coup, on s'embarrasse pas d'être trop non plus prise de tête sur ce qui est sérieux, que, des fois, du coup, c'est complètement inconséquent, mais sur des trucs qui le sont dans la vraie vie. Ouais. C'est que là, on parle quand même d'un truc un peu sérieux, mais le film le traite en mode ouais, non, mais c'est cool parce que du coup, il va mieux. Ouais, Il a c'est tué ça, quelqu'un d'une balle dans la tête. C'est Alors clair. qu'en plus, bon, le mec brandit quand même une mitraillette, t'as pas trop le temps de réfléchir, mais c'est quand même glorifié par la mise en scène. Ah bah, bien Et sûr. c'est là où ça devient un peu problématique. Ouais. Complètement. Ouais, cette espèce de nonchalance pour des trucs qui devraient pas l'être, quoi. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, mais en fait, j'ai pas suffisamment, j'avais pas suffisamment en tête Die Hard quand j'étais plus jeune, mais la Tour Montparnasse infernale C'est complètement- c'est Die Hard trait pour trait en parodie, quoi. Ouais. Vous avez même la scène à la fin où enfin d'ailleurs c'est plutôt au début dans la Tour Montparnasse où il se jette avec la Oui, lance c'est à ça, incendie. Ah oui, bah oui. Et ça reprend, c'est un mélange entre la Tour Infernale justement et Die Hard en termes de structure où en fait c'est deux débiles qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'adore la Tour Montparnasse Infernale. Allez Ça voir fait ce longtemps film. que je l'ai pas vu, mais c'est- vraiment, j'adore. moi Je crois aussi, que j'ai ça jamais me vu. fait J'adore beaucoup Eric rire. Judor, de toute façon, c'est pas la première fois que je le dis. Ouais. Non, c'est vrai. Et dernier truc que j'apporterai sur la table, c'est est-ce que Die Hard n'est pas, en termes de structure, et ce qui explique peut-être son efficacité et pourquoi on le retient comme un exemple de scénario vraiment assez carré, alors que pour autant le film dure 2h10 et qu'il arrive à pas trop s'étaler, c'est qu'on retrouve quand même l'unité de lieu, de temps et d'action qui est un peu propre au théâtre classique. C'est Alors, clair. loin de moi l'idée de dire que c'est du théâtre classique, mais en fait je crois qu'il y a vraiment un truc où il y a plein de choix qui sont faits dans le sens de la simplicité, de la raideur presque quasiment du scénario, qui le rendent aussi facile à regarder. C'est son plus grand défaut. Parce que du coup, ça crée parfois une espèce de légèreté un peu malaisante sur des sujets sérieux, et d'un autre côté, ça crée son côté, justement, hyper facile à regarder, où en fait, rien n'a de conséquence, on se laisse porter par le truc, c'est pas très grave, et en même temps, on a ce côté un peu rigolard des personnages, et on a aussi quand même cette rencontre entre un flic charismatique et un méchant charismatique. Et on n'a pas tellement parlé d'Alan Rickman, mais c'est quand même un méchant incroyable. Oui. Et la séquence où ils se rencontrent, et où... J'en dis pas trop plus pour Ouais, ceux qui l'ont pas oui. vu, mais à un moment donné, ils se rencontrent sans se rencontrer. Et là, pour le coup, on revient le film, je me suis quand même dit, cette séquence, elle est très très chouette. Elle Ouais. fonctionne très bien, parce qu'elle te met en tant que spectateur dans la complicité. Et les deux personnages, à ce moment-là, sont au sommet de leur caractérisation de personnages malins, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé ça très chouette. Oui. En tout cas, j'ai trouvé ça très malin. Et ça a fonctionné sur moi. Ouais. J'en dis pas plus, allez voir le film. Oui. Franchement, c'est un film à voir. Je voulais juste ajouter une connerie, mais c'est maintenant un peu custrement, on dirait que c'est déjà du postmodernisme, hein, puisque j'en avais noté 3 dans ma tête, mais que 2 sur mon papier, mais fait référence au moins à Rambo et à Schwarzenegger dans ce film-là. Donc c'est déjà, évidemment, comme d'habitude, sortir de cette veine du film en s'extrayant de ce cinéma d'action préexistant. Je crois qu'il y avait une 3e référence aussi à un... Pour moi, il y a déjà Predator un an après, parce qu'à la fin, il se retrouve dans le grand hall où il y a une espèce de jungle artificielle, et il y a du feu, etc. Et il y a des plans où tu as l'impression d'être dans la jungle parce qu'il cadre vraiment de manière assez resserrée. Ah oui. Et on a déjà quasiment des résurgences de Predator, je trouve. Mais de toute façon, c'est marrant parce que McTiernan va pratiquement donner les lettres de noblesse de cinéma d'action et va lui-même le digérer avec Last Action Oui, voilà. Hero, qui est déjà une espèce de bilan en fait de ce cinéma-là, de ce qu'il a en propre, mais aussi de ses limites quelque part. Puisque Last Action Hero, oula, c'était dur. Il a eu du mal à sortir. Last Action Hero est un film qui réfléchit à ce qu'est ce cinéma-là avec Schwarzenegger. Et du coup, en fait, dès le départ, on sent que c'est quelqu'un qui est sur un processus de postmodernité. Oui, C'est un peu un gros mot, mais c'est qu'il est déjà en train de se digérer lui-même. Et Die Hard est déjà un film qui se regarde un petit peu lui-même, puisqu'il se moque en interne de certains éléments de l'intrigue à travers son personnage qui va quasiment commenter. Et c'est ça qui est drôle, c'est que Bruce Willis commente ce qui lui arrive à lui, mais en tant que spectateur, tu vis le truc quasiment comme s'il était en train de commenter ce que toi t'es en train de voir en fait. Donc il y a déjà ce truc un peu méta, mais qui est beaucoup plus latent que dans Last Action Hero. Mais John McTiernan, voilà, est quelqu'un qui a un peu réfléchi au cadre, aux limites et ce qu'était le cinéma d'action de cette époque-là. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retient comme un des grands cinéastes de cette période, sur ce créneau-là. Tout à fait. Oui.
Et je pense que ça va continuer. Là, je les ai pas revus récemment, mais dans les suites de Die Hard, ça va être encore plus, quoi. C'est-à-dire plus souvent à ricaner de ce qu'il fait ou à gueuler, tout simplement. Ce personnage qui parle tout seul, Ouais. ça, c'est quand même aussi un truc complètement contre-intuitif, Un contre-naturel. peu quoi. théâtral aussi. Oui, en fait, voilà, d'ailleurs. c'est-à-dire, oh, mais putain de merde. Enfin, voilà. Alors, en plus, avec c'est vrai que cette VF qu'on a tous connue enfant. Yippee-ki, pauvre con. Voilà, bah oui, c'est ça. Et puis le petit Zippo, mais ça, c'est dans 58 minutes pour vivre. Encore qu'il le récupère dans celui-ci. Hein. T'as l'accessoire. Ouais, purée, il nous fait même de l'ASMR. Waouh. Et voilà. Avec ce plan génial dans le conduit d'aération. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça éclaire, un Zippo, d'ailleurs. Oui, et ça éclaire presque aussi bien qu'un spot de cinéma. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est bien fait. Et ben voilà. Et bah sur ce, Eh ben, c'est... Bon, on vous recommande plutôt le film. Ah oui. oui, il Oui, est Soit très de le il est revoir parce divertissant. qu'il se revoit bien, je trouve Ouais. quand même. Et puis ceux qui l'ont pas vu, voyez-le parce que. Il y a quand même des trouvailles et des trucs un peu inattendus, quoi. Bah, ce que je disais, en termes d'écriture, il y a quelque chose de très balisé et en même temps, le film est assez malin. Et c'était assez nouveau à l'époque et même par la suite, je trouve qu'on retrouve quand même assez peu à Hollywood des films aussi malins. Voilà. Oui, après ça devient, en fait c'est un peu dommage, mais c'est comme quand on parlait des sagas avec Jurassic Park, c'est que plus ça va, plus ça devient bébête, quoi. Mais Et d'ailleurs, ne voyez dans les suites de Die Hard, le 3 est vraiment très bien. Le 2, moi j'ai un peu d'affection pour lui, et alors le 4 et 5 sont des immondices Sont pourris, absolues. Oui, hein, oui. vraiment. oui. Il reste plus rien, ça devient juste cynique, Mm. c'est plus juste grinçant et un peu malin, c'est juste cynique et débile, quoi. Ouais. Vraiment. la preuve, hein. La preuve par A plus B que les sagas, ça fait pas bon ménage. Et ben, Eh ben, sur ce, on va vous dire à la semaine prochaine. oui. Et À la semaine prochaine, on parlera ensemble de Police Story Story de Jackie Chan, qui est sorti 3 ans avant, et qui est un exemple parfait de ce qu'était le cinéma d'action, cette fois-ci non plus américain, mais hongkongais. Hongkongais. Tout à fait. À très bientôt. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.